Bonsoir à tous et merci de suivre Dialogue Citoyen. C'est la dernière ce soir sur la RTB. L'aventure a commencé le 26 avril 2016, ici même en plateau avec le président du Faso. Et puis après, il y a eu tour à tour des membres du gouvernement qui sont passés. Aujourd'hui, nous sommes à notre 35e invité. Le ministre Bougma est là pour la deuxième fois. Il y en a 6 autres qui sont passés ici à 2 reprises. Sinon, le reste est passé une seule fois. Et donc ce soir, nous parlons infrastructure. Je l'ai dit avec le ministre des Infrastructures, Éric Bougma. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci à vous de m'avoir invité. Je voudrais saisir l'occasion pour vous féliciter. Féliciter également vos partenaires, Codel et Diaconia. C'est un agréable devoir pour moi de me prêter à cet exercice de redevabilité. Et encore une fois, félicitations pour tout ce chemin parcouru. Merci. Ça fera donc 4 ans et demi que cette émission passe le temps à écouter les ministres sur les engagements du président. Et ce soir, nous allons revenir entre autres sur les 5000 km de pistes rurales, les échangeurs qui ont été promis par le président du Faso pendant donc la campagne 2015. Ce soir, vous aurez 2 invités qui passeront à tour de rôle, échanger directement en plateau ici avec vous. Et entre ces invités, il y aura des appels téléphoniques et aussi des questions des internautes que nous allons découvrir ensemble. Et puis, ce public est là, à gauche et à droite, pour vous, derrière vous et en face, pour donc vous écouter, nous dire si vous les avez convaincus. Et ça va se traduire par une note sur 10. Et bonsoir aussi à tous ces jeunes panélistes. Merci d'être là pour nous poser des questions. Ce serait avec un grand plaisir. Voilà. Cela dit, donc, cette émission, vous l'avez dit tout à l'heure, est produite, produite par la RTB, mais accompagnée par des partenaires comme Diaconia, WaterAid et la Codel. Je précise que c'est une émission atypique, ce n'est pas un entretien, ce n'est pas une interview. Nous l'appelons dialogue citoyen parce que ce sont les citoyens qui font cette émission. Et il est donc possible de nous appeler au 25 40 79 03 pour participer à l'émission, poser des questions directement au ministre et puis de nous écrire sur la plateforme #presimel.bf dialogue citoyen. Alors, monsieur le ministre, avant donc de passer la parole aux invités et aux téléspectateurs, j'ai 3 petites préoccupations à partager avec vous. Ce sont les préoccupations que j'ai recueillies sur peut-être la presse ou sur les réseaux sociaux ou un peu partout à travers les citoyens. La première, on a suivi donc cet audio qui incriminait un conseiller du président où on affirme que vous avez attribué des marchés à ce conseiller. On a vu votre communiqué, je crois que c'était le 30 juin. Et depuis, on ne vous a pas entendu là-dessus. Concrètement, monsieur le ministre, est-ce que vous affirmez aujourd'hui que vous n'avez pas eu de lien avec ce conseiller et que vous n'avez pas accordé ce marché-là? Nous accordons des marchés à des entreprises. Vous savez qu'on ne peut pas accorder un marché à un individu parce qu'il est conseiller du président. Donc j'ai suivi cet audio comme tout le monde. Et nous avons jugé utile de faire un communiqué parce que, comme vous le savez, c'est un dossier aujourd'hui qui fait l'objet d'investigations en vue éventuellement d'une procédure judiciaire. Et dans ce type de situation, il n'est pas bon que l'on continue à commenter. Donc notre communiqué est très clair. Nous avons attribué un marché à une entreprise. Nous ne savons d'aucune manière et à aucun moment nous n'avons su que cette entreprise avait des relations avec qui que ce soit, en tout cas pas avec un conseiller spécial du président du Faso. Avec qui vous n'avez eu aucun contact pour ce dossier-là? Pour ce dossier, jusqu'à ce que nous passions notre communiqué, non. D'accord. Alors, la deuxième question,
on voit de temps en temps, Monsieur le ministre, visiter ces chantiers avec une casquette. On a entendu que c'est une casquette où il y a l'image du président. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est utiliser les infrastructures publiques pour battre campagne? Ou bien comment est-ce que vous expliquez le fait que vous allez visiter des chantiers avec cette casquette où il y a l'image du président? Ça veut dire quoi? Non, je ne porte pas la casquette uniquement quand je vais visiter des infrastructures. Dans mes activités quotidiennes, et là aussi vous pouvez le vérifier, chaque fois que j'ai envie de porter une casquette, en général je porte une casquette où il y a l'image du président qui est un modèle pour moi. Et puis vous savez, on porte tellement de casquettes dans la ville de Ouagadougou. Il y en a qui choisissent de porter une casquette. Je ne vais pas citer de noms, il y a des noms dessus, il y a des images dessus, il y a des photos dessus. Moi, je préfère porter la casquette de quelqu'un qui est ici, qui est connu, qui est à Ouagadougou, que j'admire beaucoup. Et voilà, je n'ai aucune gêne à porter la casquette avec l'image du président du FASO. Et donc ça n'a rien à voir avec une campagne quelconque? Non. Non, vous savez bien qu'en période de campagne, les signes distinctifs ou des candidats ou des partis politiques sont interdits. Et même avant la campagne, 3 mois avant la campagne, on ne peut plus le faire. Donc cela n'est pas du tout lié à une quelconque campagne. Parlons maintenant de ce pourquoi vous êtes là ce soir. Il s'agit donc de vos activités en tant que ministre. Vous avez lancé un certain nombre de chantiers. Il y a un chantier particulièrement que vous n'avez pas lancé, il faut le dire, mais vous l'avez hérité. La route qui passe devant l'hôpital Yalgado, on attend l'inauguration depuis. Ces derniers temps, moi-même j'ai fait le tour, je crois, hier hier je crois. On ne voit plus bouger les bulldozers comme on vous surnomme sur ce chantier-là, alors que c'est un chantier inachevé où on a même vu des crocodiles circuler à un moment donné. Merci. La route dont vous parlez, c'est-à-dire la section urbaine de la RN4, donc qui va de l'échangeur de l'Est à l'embranchement avec l'avenue de la Liberté, communément appelée avenue 56, avec un passage supérieur à l'intersection avec la route nationale numéro 3, c'est de ça que vous parlez. Ouais. D'abord, il faut savoir que si vous ne voyez pas de bulldozer là-bas aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a plus besoin d'un travail de bulldozer. Donc, c'est une route dont l'exécution a été jalonnée de difficultés. Ces difficultés ont été nombreuses, n'est-ce pas? Il y a des difficultés qui sont liées à l'entreprise et d'autres difficultés qui ne sont pas liées à l'entreprise. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous approchons fort heureusement de la fin de ces travaux et très bientôt nous allons l'inaugurer. Je voudrais vous dire aussi que nous avons 2619 km de route que nous avons engagés pour ces 5 années. Sur les 2619, nous avons achevé 806 km de route. Nous avons en chantier aujourd'hui 1346 km de route et nous avons en instance de démarrage 467 km. La route dont nous parlons fait 3 km à peu près. Et elle ne finit pas. Voilà, elle va finir maintenant. Et je crois pouvoir dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, après l'ensemble de ces difficultés que nous avons traversées, c'est une route qui est pratiquée et c'est une route qui va être livrée bientôt. La question qu'on se pose, comment une route peut avoir autant de problèmes? On ne vous entend pas là-dessus. Vous ne réagissez pas, vous ne retirez pas tout simplement le marché à cette entreprise qui est défaillante. Ça fait pratiquement 5 ans qu'elle est sur une route, 4 km, qui ne finit jamais. Pourquoi? C'est une route, effectivement, vous l'avez dit, qui a été lancée en 2015. Les difficultés sur les routes, nous sommes habitués. Je peux même vous dire qu'il n'y a aucune route qui s'exécute sans difficulté.
Et donc, pour nous, le plus important, c'est que lorsqu'il y a des difficultés, nous avons des décisions à prendre. Ces décisions, nous les prenons en fonction de la volonté que nous sentons chez l'entreprise d'aller de l'avant, de la sincérité que nous sentons chez l'entreprise d'aller de l'avant et sur le terrain, effectivement, des efforts que nous constatons. Il nous est arrivé de résilier des contrats de construction de routes. Je peux vous citer la route Bilanga-Andemtenga qui a été donc résiliée, la route Koudougou-Yako qui a été résiliée et passée à d'autres entreprises qui les exécutent. Pour ce qui concerne cette route, mais elle n'est pas la seule, nous essayons d'encadrer l'entreprise pour peu qu'elle fasse des efforts. Parce qu'une entreprise, surtout une entreprise nationale, quand vous réfléchissez, ça fait des emplois énormes, n'est-ce pas? Ça fait de nombreuses familles qui vivent aussi de cela. Alors, une décision de résiliation est une décision qui doit toujours être mûrie pour ne pas, comme j'ai eu l'occasion de le dire devant la représentation nationale, pour ne pas nous conduire comme un gouvernement qui tue des entreprises nationales. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. La responsabilité du gouvernement, c'est d'exécuter donc des projets dans les règles de l'art et dans les délais. Et chaque fois qu'il y a des difficultés, notre responsabilité, c'est, quand c'est possible, d'accompagner l'entreprise pour que nous puissions en sortir. J'ai déjà eu l'occasion de présenter nos excuses aux usagers qui ont subi de nombreux désagréments. Je réitère, en tout cas, je réitère cela, mais la responsabilité du gouvernement, encore une fois, ce n'est pas de tuer des entreprises nationales, ce n'est pas de mettre à la rue des travailleurs, des ouvriers, ce n'est pas de mettre des familles entières dans des difficultés. D'accord. Alors, je l'ai dit au départ, cette émission, ce sont les téléspectateurs qui la font. Et donc, je vais appeler ici M. Aubin Konaté, qui est du RENLAC, qui est là ce soir pour échanger avec vous. Il va parler donc des questions de construction, d'entretien des infrastructures routières en milieu rural et urbain. Monsieur Konaté s'installe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 10 minutes pour échanger avec le ministre qui est devant vous. Le temps passe tellement vite qu'il vous faut aller droit au but. D'accord. Merci. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà. Ok. Pour ma première question, c'est concernant donc la voie du contournement du Grand Ouaga. Le marché, en fait, a été octroyé à Ibumaf à près de 180 milliards au détriment d'une entreprise, Soja Satom, qui était moins chère d'une quarantaine de milliards. Mais on a appris qu'il y a un avenant, en fait, avec incidence financière d'une trentaine de milliards qui a été accordé en fait à l'entreprise à moins de 50% de taux d'exécution. Mes questions sont les suivantes. Est-ce que le ministre confirme l'existence de cet avenant? Si oui, comment peut-on expliquer une telle situation, monsieur le ministre? Ce que nous appelons l'autoroute de contournement de Ouagadougou, qui sur le plan technique est une voie express. Vous savez que dans son programme politique, en 2015, le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris des engagements particulièrement clairs. Je peux vous renvoyer aux pages 74, 75 et 76 de ce programme. Et dans ce programme, le président du Faso s'est engagé à améliorer les transports dans notre pays, à améliorer les infrastructures et à renforcer la sécurité routière. Et donc, l'autoroute de contournement de Ouagadougou se présente comme étant, je dirais, Oui. la bonne solution. Oui, La bonne solution pour donc désengorger Ouagadougou et protéger les usagers des routes de Ouagadougou. Oui. Le montant de ce ministre, marché, excusez-moi, je vais terminer. Le montant de ce marché fait
181 milliards environ. Aujourd'hui, il est à un taux d'exécution de plus de 41% et il n'y a aucun avenant accordé à l'entreprise en ce moment. Ceci dit, un avenant n'est pas interdit. Un avenant peut être rendu nécessaire lorsque l'économie générale d'un marché se trouve déséquilibrée. Lorsqu'il y a des justificatifs techniques et financiers, un avenant peut être accordé, mais pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. Ok, merci. Nous pensons que nous allons aviser par rapport donc à nos sources, voilà, par rapport donc à cet avenant. Maintenant, j'ai une deuxième question. C'est vrai que vous avez abordé la question de Yalgado. Oui. Voilà, ça fait 5 ans maintenant que le projet dure. Voilà, et c'est un projet qui tourne autour de 24 milliards et qui avait 18 mois donc d'exécution. Voilà, et il a été en tout cas attribué à une entreprise Cogef International après un appel d'offres restreint, justifié d'ailleurs par l'État. Voilà, et il se trouve qu'aujourd'hui, le projet était censé se terminer au plus tard le 31 décembre 2017. Mais on constate 5 ans après que les travaux se poursuivent. Et vous avez donné une explication, mais nous pensons également que en pareille situation, l'État devrait être intransigeant par rapport donc à l'état donc d'exécution donc de ce marché. Et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de sanctions à l'endroit donc de l'entreprise. Vous avez tenté de donner une justification qui, à notre sens, on ne pense pas que ce soit en fait la justification qui puisse expliquer cela. Mais aussi, l'État continue de supporter en fait des coûts. Est-ce qu'il n'était pas opportun de trancher une bonne fois pour toutes et servir également de leçon pour toute entreprise qui allait fonctionner dans cette situation? Parce que, à notre connaissance, il y avait 2 avenants qui avaient été accordés et il y a un 3e avenant qui était en cours. En février dernier, il y avait un 3e avenant qui était toujours en cours. Il se trouve peut-être qu'actuellement, l'avenant a été accordé. Donc, on voudrait savoir, le citoyen souhaite comprendre pourquoi, autour donc de ce projet-là, il y a eu tellement de tracasseries alors que l'État, quand même, pouvait prendre ses responsabilités. Merci, M. Konaté. Vous savez, le citoyen que je suis partage en partie, en tout cas, le sentiment que vous avez, que vous exprimez. Le citoyen que je suis endure aussi les désagréments qui sont créés par ce chantier qui a pris beaucoup de temps. Mais le responsable, quand il prend une décision, il prend sa décision en mettant en balance les avantages et les inconvénients. Effectivement, il nous est arrivé à un moment donné de penser à résilier ce marché. Mais qu'est-ce que nous avons privilégié? Nous avons constaté que si nous résilions ce marché pour entrer dans une autre procédure, de rechercher une entreprise pour exécuter ces travaux, nous aurions perdu plus de temps que le temps que nous avons mis aujourd'hui pour accompagner l'entreprise. Et ma foi, nous avons eu raison, parce que sans que l'État ne débourse 1 franc supplémentaire, et je vous le dis, le coût supplémentaire, bien sûr, c'est un coût qui ne s'apprécie pas forcément en termes financiers, parce que la plupart des avenants dont vous parlez, ce sont des avenants de prolongation de délai. Donc le responsable politique, il va au-delà de ce sentiment, il prend la décision qui lui paraît être la plus efficace et la plus judicieuse. Nous avons pris cette décision, nous pensons que nous avons eu raison de la prendre, parce qu'aujourd'hui, cette route, effectivement, elle est en train de s'achever. Oui, monsieur le ministre, mais il se trouve que quand vous dites qu'il n'y a pas de coût, par rapport donc à... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de coût. Okay. Je vous ai dit que le coût, on peut l'exprimer de plusieurs manières. Oui. Le désagrément d'ailleurs que les citoyens subissent. Si vous permettez, je vais aller au-delà de mes idées. Il s'agit en fait ici des coûts supplémentaires financiers, parce que le bureau de contrôle, par exemple, son contrat qui était prévu, parce que si pour une exécution de 20 mois, se trouve aujourd'hui au-delà donc de ces 20 mois. Voilà. Donc, à cet effet, il faut dire effectivement qu'il y a des coûts financiers liés donc à l'exécution du projet. Maintenant, parallèlement en fait à ce projet,
Il y a également au niveau de Kantiari, Diapara, Tansarga, un autre chantier qui est en cours. Il se trouve que sur cette voie, le lot 2, c'est-à-dire de Diapara à Tansarga, après avoir octroyé le marché à l'entreprise Compagnie sahélienne d'entreprise, il se trouve que depuis 2018, l'entreprise n'a pas commencé les travaux sur le chantier. Alors qu'il y a eu un décaissement et il y a eu même un taux d'exécution financière de 20%. Voilà. Et à l'étape actuelle, les populations s'interrogent à quand le début effectif des travaux. Il y a aussi pourquoi sommes-nous toujours à cette étape alors que le lot 1 il a démarré. Maintenant, quelles sont en fait les dispositions qui sont prises par l'État vis-à-vis donc de l'entreprise? Monsieur le ministre, pour la réponse. Merci, M. Konaté. Vous représentez le RENLAC qui est un des partenaires de notre ministère. Je rappelle que nous avons signé avec donc le RENLAC une convention qui permet au RENLAC de suivre avec nous l'exécution donc des travaux de 3 grands projets. Cette fameuse route de l'hôpital dont vous parlez, le projet Kantiari-Diapaga, Tansarga, frontière du Bénin, et la route Manga-Zabré. La route Kantiari-Diapaga, frontière du Bénin, vous avez raison sur un point. Le lot 2, effectivement, n'a pas véritablement avancé. Le lot 1 se déroule très bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise que vous venez de citer a estimé qu'au regard de la situation sécuritaire dans cette région, elle n'était pas en mesure d'exécuter les travaux. Et de fait, c'est une entreprise qui a subi une attaque terroriste au niveau de sa base vie. Vos informations pourraient vous le confirmer. Et donc, le gouvernement est entré en discussion avec l'entreprise et avec le partenaire technique et financier qu'est la Banque islamique de développement afin de trouver une solution. La première solution qui a été proposée, c'était la sous-traitance intégrale du marché, donc de ce lot 2, ce que la Banque islamique de développement n'a pas accepté, et donc nous nous acheminons vers une résiliation pure et simple avec CSE afin de reprendre donc les négociations avec le bailleur, ou soit pour retenir l'entreprise qui était arrivée deuxième, soit pour relancer un nouveau processus d'appel d'offres. Oui, en fait, par rapport donc à cet élément, et je peux vous rassurer que pour ce qui concerne donc la base vie, la base vie est à Diapaga, et il se trouve que les chantiers même de la base vie ne sont pas terminés. Donc, je ne comprends pas comment se fait-il qu'à Diapaga ville, il y aurait en fait une attaque à ce niveau. Non, monsieur. Maintenant, monsieur si Konaté, vous permettez, il réagit comme... S'il vous plaît. Il y a bel et bien eu une attaque sur la carrière qui n'est pas située à Diapaga. Et suite à cette attaque, parce que c'est une carrière sur laquelle travaillaient donc les ouvriers de l'entreprise, c'est une attaque qui a eu lieu donc peu après la descente, c'est dire que le risque a été élevé. Nous avons essayé de convaincre l'entreprise que la situation sécuritaire dans la région, au regard des efforts importants faits par le gouvernement, au regard des opérations sur le terrain, elle pouvait rester et continuer les travaux. D'ailleurs, sur le lot 1, je vous ai dit que les travaux se déroulent bien, puisque aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution supérieur à 50% et le revêtement a commencé. Donc, nous avons tenté de le faire, mais l'entreprise ne semble pas visiblement prendre le risque de continuer à travailler. Monsieur Konaté, nous sommes au terme de votre temps d'intervention. Nous allons vous dire merci. Vous êtes le chargé d'évaluation, de suivi et évaluation du RENLAC. Vous étiez là donc pour échanger avec monsieur le ministre. Merci d'être venu. Vous aviez donc parlé plutôt des entreprises, des routes en souffrance, donc au niveau de notre pays. Nous allons, monsieur le ministre, découvrir ensemble une question sur la plateforme Présimètre que
que l'on ne voit pas bien, mais je suppose qu'on parle de pourquoi les zones rurales sont oubliées en matière de désenclavement. Chaque jour que Dieu fait, vous avez des routes dans les quartiers de Ouagadougou, pendant que les provinces ont des voies crasseuses. Voilà. Est-ce que le développement est seulement à Ouaga? Vous savez, nous sommes conscients que, comme disait une des vice-présidentes de la Banque mondiale, tout commence par une route. Et en 2015, dans le programme du président du Faso, de manière précise, il s'est engagé à construire 5000 km de pistes rurales sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, tout compte fait, nous avons atteint quelques 4000, précisément 3900 km de pistes rurales qui sont engagées à travers notre pays. C'est parce que ces pistes rurales touchent au vécu quotidien de nos populations. Elles remplissent, je dirais, deux fonctions essentielles. La première fonction, c'est de permettre aux producteurs de ces zones de se connecter au marché. Ces pistes permettent également aux populations d'aller à l'école, donc d'avoir accès à leur emploi. De pistes rurales alors que lui parle de goudron tout simplement. Non, j'ai bien compris que les voies sont bitumées à Ouagadougou et qu'on oublie les zones rurales. Donc je voudrais dire d'abord que nous n'oublions pas les zones rurales parce que c'est un engagement fort. Et de ce point de vue, ces zones rurales bénéficient donc de leurs routes. Je peux même... donc, pour les provinces, permettez-moi de vous raconter une anecdote sur ces pistes rurales. J'étais en visite sur une piste rurale dans le Boulgou. C'est une piste rurale de longueur de 11 km seulement, si on peut dire, entre le village entre Sanogo et Boussouma. Alors, je peux vous assurer que nous avons eu à réaliser des ponts sur ces 11 km et nous avons été accueillis à notre grande surprise par une immense foule avec à leur tête le chef du village et le maire lui-même. Et ce qu'ils nous ont fait comme témoignage était assez frappant. Ils nous ont dit qu'avant la réalisation de cette piste, en période de pluie notamment, il était impossible d'aller au marché, donc d'écouler sa production, impossible pour les élèves d'aller à l'école, impossible d'aller à un centre de santé situé à moins de 2 km quelque part. C'est pour vous dire que ces zones rurales doivent bénéficier de toute notre attention. Ceci dit, les voiries urbaines dont il est question également sont une nécessité absolue parce que quand vous regardez l'état dans lequel se trouvaient certaines routes à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Ouayouguia, dans d'autres zones, je peux vous assurer que c'était quand même préoccupant. Et en 5 ans, moins de 5 ans, c'est plus de 350 km de voiries urbaines que nous avons réalisées, aussi bien dans le cadre des fêtes du 11 décembre, où nous avons en moyenne réalisé 50 km à Gawa, à Manga, à Tenkodogo. Nous sommes en train de faire pareil à Banfora. Et à Ouagadougou, je crois qu'il est loisible à tous de constater ce qui se fait comme travail. À Bobo-Dioulasso également, des routes qui n'avaient pas reçu de travaux depuis les indépendances, n'est-ce pas, ont été entièrement rénovées. Nous sommes aujourd'hui à Ouayouguia en train de réaliser 12,5 km et nous allons continuer dans les autres villes. C'est parce que ces routes urbaines permettent de fluidifier le trafic. Elles permettent d'économiser également de la part donc, de ceux qui y vivent. Je vais vous raconter encore une anecdote. Non, monsieur le ministre, il va falloir qu'on avance. Permettez-moi de terminer, monsieur Bongo. C'est un chauffeur de taxi, oui. C'est un chauffeur de taxi à Bobo qui, le jour de l'inauguration de la réhabilitation
des voiries réhabilitées, il nous a accostés, il est descendu de son taxi et il a fait le geste de prière en posant le front sur le bitume. Il m'a dit, avant je travaillais pour réparer mon taxi, aujourd'hui je vais pouvoir travailler pour nourrir ma famille. Ceux qui sont peut-être dans les campagnes ont aussi besoin de bitume pour pouvoir écouler, comme vous le dites, et puis peut-être vous saluer le front au sol. On comprendra dans votre intervention elles le font que déjà, même quand elles ont une simple piste le rurale. bitume pour les citadins et puis les pistes rurales pour les campagnes. On va découvrir une autre question ensemble. Alors, Ézéchiel Dayamba de l'Est. Monsieur le ministre, nous avons 45 provinces au Burkina, parmi lesquelles 3 n'ont pas de goudron. Parmi les 3 se trouvent 2 provinces dans la région de l'Est, Nyanya et Komandjari. Non content de cela, nous avons les pires routes dégradées au Burkina Faso. Que se passe-t-il? Que ferez-vous? Merci. Vous savez, la région de l'Est est une des régions les plus grandes de notre pays. Il y a d'autres régions également, la boucle du Mouhoun, le Sahel, où nous avons trouvé une situation d'un réseau routier inacceptable. Et donc, le travail que nous sommes en train de faire, vous pouvez le constater. Dans la Nyanya, nous avons déjà démarré les travaux de bitumage de la route Fadam-Gourma-Bogandé. Ces travaux avancent assez bien, malgré les difficultés liées à la situation sécuritaire globale, difficultés liées également au coronavirus qui a fait irruption depuis le mois de mars dans notre pays. Et donc, malgré ces difficultés, nous avons cette route Fadam-Gourma-Bogandé qui avance assez bien. Nous venons de parler de la route Kantiari-Diapaga. Sur la route Kantiari-Diapaga, aujourd'hui, nous avons le revêtement qui se met en œuvre. Nous avons le grand projet donc, de ce que nous appelons CU2A, donc la route Koupela, Gounguin, Fadam-Gourma jusqu'à la frontière du Niger. Nous avons achevé la première section qui est Koupela-Gounguin, entièrement réhabilitée, renforcée en béton bitumineux. Je saisis l'occasion pour remercier l'Union européenne qui a accompagné ce projet. Et très bientôt, nous allons démarrer la suite qui fait 218 km jusqu'à la frontière du Niger. On ne peut pas dire, on ne doit pas dire que la région de l'Est a les pires routes du pays et est délaissée. Il a cité des exemples. Non, il a cité des exemples. On pouvait le dire lorsque nous n'avions pas commencé le bitumage de la route de la Nyanya, naguère profonde, métallique, inaccessible. Et bien avant, nous avons construit le pont de la Sirba, qui était le pont, disait-on, le pont de la mort. Nous avons construit le pont de Kuala, des ouvrages absolument importants, indispensables aux usagers de cette route. L'arrivée de la pluie. Aujourd'hui, quel que soit le volume de pluie, vous passez sur la Sirba sans crainte, vous passez sur le pont de Kuala sans aucune crainte. Ce que je veux dire, c'est que nous avons, sur la base du Plan national de développement économique et social, dont vous savez que c'est la traduction programmatique de l'engagement du président du Faso, nous avons un paquet de projets dont nous avons commencé la mise en œuvre en 2016. Elle se poursuit et grâce à Dieu, nous continuerons à le faire les années qui viennent pour le bonheur des populations de l'Est, mais également des autres régions du Burkina Faso. Alors, je voudrais, parce que je le disais tout à l'heure... Je vais vous demander, monsieur le ministre, d'intervenir courtement pour qu'on puisse... Il y a d'autres téléspectateurs qui nous attendent. Allez-y, terminez. Voilà, je voulais dire que nous avons aussi des régions comme le Sud-Ouest, n'est-ce pas, que nous avons visité avec son Excellence le Premier ministre. C'est pour m'amener à vous poser moins de questions parce que vous arrivez chez moi. C'est une région qui attend également des travaux importants de bitumage. Nous pourrons parler à longueur de journée de tous ces projets
pour vous rassurer que nous avons un gouvernement attentif aux préoccupations en matière d'infrastructures routières. Monsieur Nyambré Brahima nous appelle de Ouarglaï. Bonsoir. Oui, monsieur Dingo, bonsoir, monsieur le ministre. Pour la première fois, je veux dire merci au ministre parce que le gouvernement a déjà fait un pont à Ouarglaï sur le grand barrage de Ouarglaï qui coupait la commune. Vraiment, ça, je dis merci d'abord parce que on n'a jamais vu ça. C'est la première fois que Nyambré Brahima dit merci à un invité sur le plateau. Ah oui, voilà. Et maintenant, cependant, il y a deux préoccupations. La RN17, Ouarglaï, Kodoro, et Ouarglaï jusqu'à la frontière du Togo, est une route coloniale. Donc, le ministre disait qu'il y avait des routes qui étaient depuis les indépendances, mais c'est une route coloniale qui n'a jamais même vu des pavillons posés là-bas pour le bitumage. Entre-temps, on disait que c'était goudronné sur les papiers. Mais à notre grande surprise, le gouvernement a dit non, qu'on va faire le terrassement. Nous, on est très contents parce qu'on a vu des machines qui commençaient à tracer et à charger la route. Pendant le mois de juillet, ce mois de juillet, on s'est rendu compte que les machines n'existent plus à Ouarglaï. Je ne sais pas si c'est sous la pluie, parce que la pluie menace les travaux, ou bien le gouvernement a présenté ces machines pour que la population puisse le voter en octobre. Parce que nous sommes en juillet, octobre n'est plus loin. Donc, ça veut dire que la saison de... Voilà, donc novembre n'est plus loin. Ça veut dire que les machines ne vont jamais revenir ici si ce n'est pas près de l'élection. Je veux que le ministre nous dise, est-ce que c'est pour nous flatter à ce qu'on les voit ou bien ça va venir tout de suite. Deuxième préoccupation, c'est au niveau maintenant des grandes voies, en fait, des travaux du 11 décembre 2019 à Ouarglaï. On a remercié le gouvernement, cependant, les activités sont toujours bizarres. Parce que les caniveaux qui devaient être couverts ne sont pas couverts, alors qu'il pleut beaucoup. Imaginez maintenant si un enfant tombe dans ces caniveaux. Ce qu'ils ont fabriqué pour couvrir les caniveaux sont toujours entassés. Mais on n'a pas couvert les caniveaux. Quand un problème arrive à un enfant, qui est responsable? Est-ce qu'ils ont suivi les travaux? Deuxième préoccupation sur cette voie, on a fait le goudron, mais il y a un grand pont qu'ils ont refait. Cependant, comme ils n'ont pas recouvert les caniveaux, il y a l'eau qui est en train de creuser le goudron. Et ça va faire un autre pont. Je voulais savoir, est-ce que le ministre, j'ai posté ça, j'ai parlé ça à la radio, est-ce que vraiment on suit, est-ce que le ministère suit les travaux du 11 décembre? On a compris, M. Nyambré. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, sur les deux questions. Merci. D'abord, sur la dernière question, je voudrais remercier M. Dambré et m'engager dès à présent, je m'engage à faire une visite à Ouarglaï pour faire le point du fonctionnement des infrastructures du 11 décembre. Vous savez que c'est une première, le fait de déconcentrer un peu les infrastructures routières du 11 décembre. Avant, nous les faisions uniquement au chef-lieu de région. À partir de Manga, nous avons décidé que l'ensemble des provinces d'une région doivent bénéficier aussi des routes bitumées. C'est ainsi que nous avons fait 5 km de routes bitumées à Kombisiri, 5 km à Pau, et nous avons fait également 5 km à Ouarglaï, 5 km à Koupela dans le cadre du 11 décembre à Tenkodogo. Je voudrais informer M. Nyambré et ceux qui nous écoutent que l'ensemble des caniveaux ne doivent pas être couverts. Parce que la question qu'il a posée, c'est comme si on devait les couvrir sur tout leur linéaire et on ne l'a pas fait. Ce n'est pas exact. On ne doit pas les couvrir tous. Il y a des sections de ces caniveaux, au droit notamment donc des domiciles, des magasins, des services qui doivent être couverts. Mais encore une fois, nous allons faire le point sur le terrain de ces infrastructures du 11 décembre. Pour revenir à la route nationale numéro 17, Tenkodogo, Ouarglaï, Sanga, frontière du Togo. Nous avons inscrit au PNDS le bitumage de cette route. Mais comme vous le savez, nous avions d'ailleurs des études qui étaient en cours
qui sont maintenant achevées. Nous avons des partenaires techniques et financiers qui sont intéressés par le bitumage de cette route. Je peux vous citer des institutions financières internationales comme la Banque africaine de développement, la BOAD. Je peux aussi vous citer nos partenaires de la République populaire de Chine et même la République italienne nous a manifesté son intérêt pour financer cette route. Ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui, comme nous le faisons avec d'autres routes en terre, c'est une réhabilitation route en terre avec la construction des ponts, en tout cas au passage d'eau les plus importants, pour permettre de fluidifier le trafic là-dessus. Et ces travaux sont en cours et ne s'arrêteront pas. Ces travaux vont se poursuivre. Sauf qu'il n'y a plus de machines, il a dit. Non, il y a peut-être plus de machines là où lui, il les avait vues. Mais ces machines, j'ai une équipe qui est rentrée donc de Tenkodogo il n'y a pas très longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons eu des pluies importantes qui sont tombées depuis 2 semaines sur cette partie du Burkina, et il y a des travaux de terrassement qui ne peuvent pas être faits. Donc les machines replient à leur base en attendant que les conditions leur permettent de refaire donc les travaux de terrassement. J'appelle avec nous notre deuxième invité, M. Lionel Bilgo. Il est directeur donc de Temnis Media. Il est là pour échanger avec vous, Monsieur le ministre. C'est lui qui va vous parler de la construction, de l'entretien des infrastructures routières en milieu rural et urbain. Il est là. Bonsoir, Monsieur Bilgo. Bonsoir. Vous avez 10 minutes Merci pour beaucoup. échanger avec Bonsoir, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, bonsoir. Alors, je vous ai écouté attentivement. Vous avez développé un certain nombre de points que je vais reprendre parce que mon prédécesseur également avait des questions qu'on avait en commun. Vous parlez des routes aujourd'hui. On parle des routes au Burkina depuis, bien sûr, l'accession au pouvoir du MPP. Alors que des routes, on en construisait bien avant. Est-ce que ça veut dire que les routes, comme on le dit aujourd'hui, c'est un faire-valoir du pouvoir MPP aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que ça met à l'ombre tout ce qui avait déjà été construit sous le régime précédent? Il y a des efforts qui ont été faits sous les régimes précédents. C'est indéniable. Et le reconnaître, je pense que c'est ça aussi le sens de la responsabilité et de la continuité de l'État. Mais comme vous le savez, quand on dit que la route du développement passe par le développement de la route, et que dans son programme, le président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, alors candidat, a clairement indiqué que l'une des contraintes au développement du Burkina Faso, c'est les transports. Il a également indiqué que le Burkina Faso est un pays agricole enclavé. Qu'est-ce que nous avions comme option? Nous avions une seule option. L'option, c'était de mener en accéléré le désenclavement intérieur et extérieur du Burkina Faso. Nous avons mis plus de 920 milliards de francs CFA en presque 5 ans, je dirais, pour porter notre réseau donc de routes bitumées qui était de 3500 km en 2015. Aujourd'hui, nous l'avons porté à 4799 km. Et si nos investissements s'achèvent, c'est-à-dire si l'ensemble des routes qui sont aujourd'hui en chantier sont achevées, nous aurions dépassé l'objectif de 2500 km que nous avions fixé en élaborant le PNDES. De la même manière, nous avons aussi l'un des pans importants de nos travaux, à savoir l'entretien routier. En moins de 5 ans, c'est, je dirais, 35 000 kilomètres de routes qui auront reçu des travaux d'entretien courant ou des travaux d'entretien périodiques. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 15 000 kilomètres de routes qui s'apprêtent à recevoir des travaux d'entretien courant. Je saisis cette occasion pour rassurer, je dirais, les usagers de nos routes, rassurer nos populations. Parce que la saison a commencé avec son lot d'inondations, de difficultés. Tous ces travaux
nous permettent d'honorer nos engagements vis-à-vis du peuple et donc de désenclaver si vous notre permettez, pays. Monsieur le ministre, je pose cette question parce que certaines de vos routes, des routes qui ont été réalisées sous votre mandat, puisque vous allez sur des chantiers avec une casquette à l'effigie du président, ont été imaginées bouclées sous le mandat du régime précédent. Est-ce que ce n'est pas là aussi, quelque part, une reconnaissance du travail qui a été abattu par le passé? Donnez-moi les routes qui ont été imaginées et bouclées par le régime précédent. Et même si tel était le cas, vous savez, on nous accuse, vous avez parlé du MPP, on nous accuse d'avoir été comptable, n'est-ce pas, de ce régime précédent dont vous parlez. Ce n'est pas Mais le cas. qu'est-ce qui vous dit que ce n'était pas nous qui avions à l'époque imaginé ces routes et aujourd'hui, c'est un bonheur de les réaliser. Non, ce que je veux vous dire, c'est que l'État est une continuité. Les efforts de nos prédécesseurs sont indéniables. Aujourd'hui, nous faisons plus que nos prédécesseurs. Pourquoi? Parce que pour un pays enclavé comme le nôtre, lorsqu'on parle donc du soutien à l'économie et que l'ambition, c'est la transformation structurelle de l'économie, tout ce qui constitue une contrainte doit être levé. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a un investissement inédit. Le volume, le linéaire de routes bitumées déjà ou en cours de bitumage, je peux vous dire, nous avons fait le point, nous avons fait plus en moins de 5 ans que ce qui a été fait en au moins 10 ans. Je n'ai que 10 minutes pour vous poser la question et j'en ai tellement. Alors, à vous écouter, on a l'impression que tout est rose au ministère des Infrastructures. Je porte une question d'un citoyen que j'ai approché avant d'arriver dans cette émission. Certains entrepreneurs parlent de raquettes de certains agents au sein du ministère. Certains entrepreneurs locaux, burkinabés, parlent de difficultés qu'ils ont à exécuter les contrats qu'ils ont avec le ministère des Infrastructures parce qu'ils doivent, par moment et par endroit, mettre la main à la poche. On sait également qu'à votre arrivée, il y a eu un travail de réorganisation au sein du ministère. La question de la transparence et de la bonne gouvernance au sein du ministère des Infrastructures, qu'en dites-vous aujourd'hui? Qu'en est-il de ces scandales à répétition qu'on a entendus dans la presse, y compris vous concernant immédiatement, Monsieur le ministre? Monsieur Bilgo, je suis heureux de dire deux choses. La première chose, c'est que le ministère des Infrastructures ne se résume pas à Éric Bougouma. Et j'ai trouvé là des cadres, des techniciens de très bonne volonté, très compétents, en grande majorité, et j'ai grand plaisir à travailler avec eux. Deuxième chose, il faut savoir, je le disais tout à l'heure à l'endroit de M. Konaté du Rennes-Lac, nous avons sans pression accepté de conclure une convention avec le Rennes-Lac pour leur ouvrir nos chantiers. Nous avons déjà en 2018, je suis allé moi-même au bureau du contrôleur général d'État, M. Ibriga, qui est en fonction, pour lui demander une mission d'audit, de contrôle au ministère des Infrastructures. Et j'ai toujours expliqué à mes collaborateurs que notre fierté, c'est lorsque nous allons laisser un ministère des Infrastructures où la question de la transparence est au cœur de l'action quotidienne. On peut proférer des accusations. Tout n'est pas rose au ministère des Infrastructures, c'est clair, d'accord? Mais ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes en train de faire un travail pédagogique. Vous avez vu le contrôleur général d'État à notre CASEM à Banfora, où nous lui avons demandé de venir s'adresser à la jeune génération. Nous sommes un ministère qui se rajeunit très fortement pour que la question de la transparence, la question de la lutte contre la corruption s'inscrive dans notre attitude, s'inscrivent dans notre manière de penser et dans notre responsabilité
pour conduire les projets Oui, mais d'infrastructure dans ce pays. que dire concrètement à ces entrepreneurs-là, ceux qui crient aux raquettes là? Ils sont là, ce sont des citoyens burkinabés. Qu'est-ce qu'on leur dit exactement? Est-ce que c'est avéré ou pas? Vous avez déjà certainement entendu parler de ça dans la presse, tout comme peut-être au sein de votre ministère. Oui, je dis toujours que s'il y a des cas de raquettes, parce que c'est ça aussi ce à quoi nous engage le président du Faso et son premier ministre. S'il y a des cas de raquettes, il faut porter cela à notre connaissance. Il faut exploiter l'ensemble des instruments juridiques qui sont offerts. Il faut dénoncer les raquettes pour permettre à chacun d'assumer sa responsabilité. La dernière question, monsieur l'avant-dernière, si vous permettez, c'est que des citoyens ou des entrepreneurs dans le domaine des constructions de routes estiment qu'il faut avoir la casquette MPP et le cordon ombilical lié à ce parti politique pour bénéficier de marchés au sein de votre ministère. Est-ce que l'égalité et l'équité pour concourir au marché du ministère des infrastructures est garantie? C'est notre objectif. Et je voudrais déjà vous dire que, à commencer par les collaborateurs du ministre des Infrastructures que je suis, moi c'est clair, moi je suis un militant convaincu du MPP, j'en suis même un cadre puisque je suis membre du bureau exécutif national. Je n'ai jamais nommé un collaborateur après lui avoir demandé de quel parti politique il vient. De la même manière, il n'est pas possible. Si vous trouvez des cas comme ça, vous pouvez nous les dire. D'ailleurs, on nous reproche de n'avoir pas créé notre, je dirais, nos entreprises. C'est ce qu'on nous reproche. On nous dit que nous continuons à donner des marchés à des entreprises qui existent depuis longtemps, à des entreprises de l'ancien régime. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Ce qui nous anime, c'est la bonne mise en œuvre de la feuille de route, de la lettre de mission qui nous a été assignée. Ce qui nous préoccupe, c'est la bonne exécution des travaux. Et lorsque un chantier est bien exécuté, nous, on ne cherche pas à savoir quelle est la couleur politique du dirigeant de l'entreprise qui l'a exécuté. Et la dernière question, c'est qu'on a vu des marchés que vous avez attribués dans des régions ou dans des localités insécurisées au moment même où vous vous apprêtez à attribuer ces marchés-là. Ça veut dire que vous étiez conscient du problème sécuritaire dans ces localités-là. Et pourquoi avoir insisté pour donner des marchés dans ces zones-là, alors que vous auriez pu, en tant que ministre, en toute responsabilité, réorienter ces projets-là sur des zones sécurisées et qui permettraient peut-être de garantir une exécution fort conformément au délai accordé? Vous savez, nous avons subi dans nos projets, mais également dans les entreprises qui les exécutent, nous avons subi des désagréments extrêmement graves dans certaines régions de notre pays, du fait de l'insécurité. Mais l'insécurité n'est pas une fatalité. L'insécurité n'est pas définitive au Burkina Faso. L'insécurité aujourd'hui constitue une préoccupation majeure et tout ce qui doit être fait pour sécuriser ces régions de notre pays est en train d'être fait. Et croyez-moi, lorsque vous avez la conviction que nous allons y arriver avec l'implication de tous les Burkinabés, lorsque nous avons cette certitude-là, nous n'avons pas de crainte à passer des marchés. Ce que nous devons faire, nous passons ces marchés en connaissance de cause, mais nous ne mettons aucune entreprise sur une route. Est-ce que ces marchés ont un coût supplémentaire? Est-ce que ça tient compte de l'insécurité? Le coût de ces marchés est supérieur au coût normal, par exemple? Voilà, donc nous ne mettons pas une entreprise sur une route en sachant qu'elle ne pourra pas le faire. C'est pour cette raison, avec nos partenaires techniques et financiers, nous avons décidé maintenant d'avoir une ligne dans les marchés qui permettent de faire face à beaucoup d'imprévus, y compris de prendre en charge des aspects liés à la sécurité. Mais il n'y a pas que ça. Merci. Monsieur Bilgo d'être venu échanger avec le ministre. C'était rapide. Oui, 10 minutes, ça passe tellement vite. Merci. Je vous invite à rejoindre votre place. Merci. Et puis, monsieur le ministre, nous allons prendre une téléspectatrice qui nous appelle de Ouagadougou. Salamatou Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir.
Nous vous Bonsoir, écoutons. Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Ouedraogo. Oui, bon, c'était une fois à radio, les gens, vous nous avez fait plein de promesses. J'espère que ça a été tenu. En 2018, je crois, vous avez débloqué 11 milliards pour boucher les trous des différentes rues à travers le Burkina ou bien, je ne sais pas si c'était Ouagadougou. Est-ce qu'on peut avoir le point? Est-ce que vraiment les trous ont été bouchés? Pourquoi autant de sommes juste pour boucher des trous? Quand vous savez que vous aviez promis refaire certaines routes, pourquoi n'avoir pas économisé cette somme faramineuse pour faire des routes que de boucher des trous? Et deuxièmement, vous avez fait des promesses, engagement du président, un terme même qui m'énerve. Engagement du président, le président dès qu'il est élu, il n'a pas d'engagement. Il tient compte de son programme et on s'en tient à ça. Vous avez fait des promesses, comme quoi c'était les engagements du président. Maintenant, vous dites que vous avez fait plus que certains n'avaient fait. Combien de kilomètres le président avait prévu faire en 5 ans? C'est pas ce que les autres ont fait. Les autres, s'ils avaient bien fait, ils allaient toujours être ici. S'ils ne sont pas là, on ne peut pas dire non, eux, ils n'ont pas vu. Nous, on est venus, on a fait plus que eux. Et de deux, la casquette que vous portez, vous dites que vous aimez porter des casquettes. Avant qu'on vous nomme ministre, est-ce que vraiment vous portez la casquette du président du parti? C'est une question que moi je vais vous poser. Parce qu'en tant que président, en tant que ministre plutôt, on ne peut pas chaque fois se faire voir à la télé avec l'effigie du président. On sait déjà qu'il a une affinité pour vous. C'est suffisant. Donc vous n'avez pas chaque fois besoin de porter sa photo sur vous. D'accord, la question, madame. Non, c'est les 11 milliards là d'abord que je veux vraiment des justificatifs. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre. Alors, merci beaucoup, Madame Ouedraogo. Ce que vous appelez boucher les trous, nous appelons ça le point à temps dans le cadre de l'entretien courant. Et l'entretien courant fait partie de l'activité de maintenance du réseau routier. C'est lorsque l'entretien courant atteint ses limites que nous faisons ce que nous appelons l'entretien périodique, qui appelle à des travaux un peu plus lourds. Et lorsque l'entretien périodique a également atteint ses limites, on passe à l'étape de la réhabilitation et du renforcement. Donc l'entretien courant est une nécessité. Je vais vous prendre un exemple très simple, mais qui parle à tous ceux qui empruntent la route nationale numéro 4, après Gunguin, pour aller vers Fada et jusqu'à la frontière du Niger. Nous sommes obligés aujourd'hui de continuer à faire des pointes à temps, de boucher les nids de poules, boucher les trous, comme vous dites. Certains les appellent les nids de poules. Nous sommes obligés de continuer à le faire pour garantir un minimum de sécurité et de confort aux usagers. Vous dites que nous avons des promesses qui ne sont pas des engagements, mais pour nous, qui sommes très sérieux, qui sommes conscients que les simples promesses ne créent point d'obligation, nous sommes obligés de considérer que ce que nous promettons nous engage. Et c'est dans ce sens-là que même si, dans son programme politique, le président du FASO n'a pas dit explicitement le nombre de milliers de kilomètres qu'il va bitumer, au niveau du plan national de développement économique et social et de notre programme national routier que nous avons élaboré, nous avons prévu de bitumer en 5 ans 2500 kilomètres de route. Nous y sommes presque, nous y serons lorsque les projets qui sont en cours seront achevés. Je crois que nous dépasserons notre propre prévision de 2500 kilomètres. Pour ce qui concerne la casquette du président, la casquette à l'effigie du président, encore une fois, s'il y a une interdiction, vous me dites que c'est interdit. S'il n'est pas interdit, je vois des Burkinabés tous les jours qui portent des casquettes NBA, il y en a qui portent des casquettes John Deere, il y en a qui portent des casquettes, etc. Mais chacun est libre de porter la casquette à l'effigie de ce qui lui plaît. Ne m'obligez pas, à moins que vous ne me dites que je n'ai pas le droit de porter une casquette
ne m'obligez pas à porter une casquette avec l'effigie de Simon Gongo que j'aime bien, n'est-ce pas? Certainement pas lui. Voilà. Ensuite et enfin, je portais bien la casquette à l'effigie du président avant d'être nommé ministre. Je le faisais. Pendant la campagne peut-être. Bien avant la campagne. On va découvrir une question plateforme. Monsieur Dorine Ouedraogo, ça doit être Madame Dorine Ouedraogo du centre. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique la forte dose de gré à gré dans les marchés publics que passe votre département? J'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'on entend par forte dose. L'ensemble des marchés de gré à gré que nous passons, nous les passons selon la loi et selon le règlement. Lorsque l'Assemblée nationale a voté une loi en juillet 2017 et que le gouvernement a adopté un décret pour son application, nous avons passé effectivement, à l'instar d'autres départements ministériels, des marchés de gré à gré. Donc le marché de gré à gré n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est prévu par la loi et nous le faisons. C'est vrai que le marché de gré à gré, théoriquement, est contraire à l'idée de la mise en concurrence. Et c'est là où, effectivement, un abus peut être dangereux, mais autrement, dans le principe, le marché de gré à gré ne constitue pas un problème pour nous. Alors, une autre question de la plateforme qu'on va découvrir ensemble. Sana Djali du centre, pourquoi au Burkina Faso on se donne de la peine pour construire des infrastructures qu'on n'entretient pas? Des 4 échangeurs construits à Ouaga, seul celui du Nord possède encore ces panneaux d'indication. Sur les autres, et malgré la hauteur indiquée, tout est arraché et rien n'est fait. Pourquoi? Ben, vous savez, je crois que c'est une déclaration un peu trop forte de dire qu'on construit des infrastructures qu'on n'entretient pas. L'exemple même des échangeurs que cette personne de bonne volonté a pris montre bien qu'il y a de l'entretien. Aujourd'hui, sur l'ensemble des échangeurs dans la ville de Ouagadougou, il y a des travaux d'entretien pour remettre en place les glissières de sécurité, pour remettre en place les pavés arrachés, pour remettre en place la signalisation verticale et horizontale. Parce que nous suivons notre réseau, nous suivons les ouvrages comme les échangeurs qui sont indispensables à un certain niveau à la fluidification du trafic et nous veillons à ce que les dégradations qui y sont constatées reçoivent le traitement qui convient. Alors, je crois qu'on va prendre une question au téléphone. Une question au téléphone. Bonsoir. À plateforme. Alors, une question plateforme. Rodrigue Sekoné du centre. Concernant la dégradation des infrastructures, le ministre Bougouma annonçait que son gouvernement s'inscrivait dans la rupture au niveau des études techniques et du choix des entreprises. De quelle rupture s'agit-il si en 2020 on assiste toujours à des dégradations d'infrastructures du 11 décembre? C'est vrai, nous parler de rupture, c'est vrai. Vous savez que l'une des premières décisions que j'ai prises au ministère des Infrastructures, c'était la création d'une direction générale des études qui n'existait pas avant. Cela pour pallier au long délai des études qui sont faites par les bureaux d'études, mais également pour rendre justice aux ingénieurs que nous avons, qui sont de grande qualité. Et donc, cela nous a permis, pour les 11 décembre, de ne pas recourir à des bureaux d'études pour mener les études. Alors, dire que des dégradations existent sur les infrastructures du 11 décembre, comme Ouagawa par exemple, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dégradation, tout comme on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dégradation sur les infrastructures autres que celles du 11 décembre. Vous avez suivi avec nous, on a exagéré les dégradations à Gawa. Lorsque nous y sommes allés,
avec le gouverneur de la région. Sa première question d'ailleurs, c'était de nous dire qu'est-ce que vous êtes venu faire après une pluie à Gawa, parce qu'il faut bien que tout en exerçant la liberté de parole, la liberté d'expression, y compris sur les réseaux sociaux, il faut qu'on comprenne que quelquefois, il est un peu, je dirais, il n'est pas très juste d'aller avec un téléphone portable, photographier une petite dégradation en prenant le soin de l'agrandir convenablement, de le poster sur Facebook en disant, voyez, ils ont fait des infrastructures qui n'ont pas résisté à la première pluie. Lorsqu'il y a des dégradations avérées, nous avons des mécanismes pour y faire face, pour les traiter. Mais lorsque quelqu'un a envie de dire, vous avez mal fait votre travail, bien sûr, tous les moyens sont bons pour cela. Je considère que c'est une interpellation à veiller à la bonne exécution des travaux après des études convenablement menées et faire en sorte que les routes que nous livrons, que ce soit pour le 11 décembre ou non, que ces routes-là puissent durer parce que le contribuable consent beaucoup de sacrifices. Nous mettons beaucoup d'argent du budget de l'État, mais également de nos partenaires pour construire ces infrastructures. Lassana Ouedraogo nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir. 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 Nous vous écoutons, bonsoir. Ouais. Sinon, moi, je suis transporteur. Je suis à Ouaga. Pratiquement, je vis à Rimketa. Je voulais dire bonsoir au monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Oui, Il faut bonsoir. dire que le retour est un peu faible dans la salle. Je suis transporteur Ouedraogo Lassana. Je suis à Rimketa. Est-ce que vous pouvez aller rapidement à la question parce qu'il y a d'autres téléspectateurs qui nous attendent. Donc si on quitte par exemple la route de Wayouéa, on veut aller croiser la route de Bobo, on a des problèmes. Donc on voulait vous demander si vous voulez nous aider pour nous aider à la route de Simat, même si pour qu'on puisse atteindre la route de Bobo facilement, ça va nous aider beaucoup. Sinon, si on voit tout le temps passer en ville, on a des problèmes avec le camp Sangoulé, la Misana, là-bas, c'est bloqué avec la sécurité, donc on a des problèmes. En attendant que le voie de contournement nous arrive, si vous pouvez nous aider pour qu'on puisse passer de l'autre côté pour atteindre la route de Wayouéa. D'accord. Merci, monsieur Ouedraogo. Monsieur le ministre, pour la réponse. Oui, merci, monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo a posé la question et a apporté la réponse. Parce que pour rejoindre la route nationale numéro 2, donc la route de Wayouéa, et rejoindre la route nationale numéro 1, la route de Bobo, la meilleure solution, c'est la voie de contournement que nous sommes en train de construire. Parce que cette voie de contournement, comme son nom l'indique, elle fait plus de 120 km, donc, et elle doit faire une sorte de boucle autour du Grand Ouaga. Donc, la meilleure façon de relier l'ensemble des routes nationales qui sont traversées, c'est l'achèvement de cette voie de contournement. Et je voudrais dire... En attendant, il reconnaît qu'il y a la voie de contournement, mais il veut que vous lui facilitez la circulation en entendant cette voie. Je voudrais dire que cela pose la question de la patience chez les usagers de la route. Vous savez, quand on engage un projet, ça prend beaucoup de temps. Alors, vous ne pouvez pas demander d'engager un projet aussi important, on parlait tout à l'heure du coût qui est de 181 milliards, et demander en même temps de trouver une autre solution pour permettre de relier deux routes nationales. Je pense qu'il faut qu'on accepte que les projets prennent du temps pour être conçus, ils prennent du temps pour être aussi exécutés. Et donc, j'en appelle à la patience de tous
pour que nous puissions achever ce grand projet-là qui va répondre à la question principale de M. Ouedraogo. On va découvrir une question sur la plateforme. Question qui tarde à venir. Alors, Mohamed Yacoub Ouedraogo du Centre. Bonsoir, monsieur le ministre. Pour le renforcement de la coopération ivoiro-burkinabé, les gouvernements ont reçu le projet d'autoroute Ouagadougou-Abidjan. Le projet avance à grands pas du côté ivoirien. Avez-vous une idée du démarrage des travaux du côté burkinabé? Les traces, le tracement, je crois, sera la même sur la RN1. Merci. C'est un grand projet, l'autoroute Ouagadougou. Je précise que lorsque vous étiez passé sur ce plateau, vous aviez annoncé le lancement des travaux l'année qui devrait suivre, donc en 2019. Donc c'est un projet d'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro qui est un grand projet pour l'intégration régionale. C'est un grand projet pour les échanges humains, commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et donc c'est un projet qui est inscrit d'ailleurs au programme du président du Faso. C'est un projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé et le point que l'on peut faire aujourd'hui est le suivant. Nous avons aujourd'hui les études entièrement achevées, les études de faisabilité technique, économique, environnementale et sociale entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Nous sommes aujourd'hui en train de faire les études entre Bobo-Dioulasso, Banfora et la frontière de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les travaux, vous savez que on peut dire effectivement que du côté de la Côte d'Ivoire, les travaux ont déjà commencé. C'est un projet d'ailleurs qui est inscrit au nombre des grands projets du traité d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Et nous avions convenu de joindre nos efforts pour rechercher les financements de ce projet. Du côté burkinabé, nous avons conclu déjà un protocole d'accord avec une grande entreprise de la République populaire de Chine. Nous avons déjà finalisé les études, la revue des études techniques. Nous nous sommes mis d'accord sur le financement et le mode de financement. Et ce projet fait partie des projets prioritaires dans la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai, nous avions un plan de démarrage de ces travaux et aujourd'hui on devait être véritablement en train de les exécuter, de voir les bulldozers entre Ouagadougou et Koudougou. Mais vous savez qu'il y a de nombreuses difficultés qui sont survenues cette année 2020 et ces difficultés ont été de nature à ralentir le démarrage de ce grand projet. Alors que j'ai des problèmes avec mon œil gauche. En tout cas, nous continuerons à travailler sur ce grand projet-là pour qu'il puisse devenir une réalité. C'est l'occasion pour moi, M. Gongo, de dire qu'aujourd'hui, en même temps que nous recherchons les financements pour le démarrage des travaux de l'autoroute Ouagadougou, frontière de la Côte d'Ivoire, nous amorçons les études d'exécution de plusieurs autoroutes entre Ouagadougou et la frontière du Ghana, entre Ouagadougou et la frontière du Togo, entre Ouagadougou et la frontière du Niger, et aussi l'embranchement pour relier la frontière du Bénin. Tout cela a pour vocation à désenclaver notre pays, à accélérer les échanges commerciaux et donc à renforcer donc le tissu économique du Burkina Faso. Monsieur Traoré nous appelle de Bobo-Dioulasso. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Traoré. Oui, bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Bon, j'ai quand même deux petites questions à poser à Monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Monsieur le ministre, la route Bobo-Ouattara est très défectueuse en des endroits.
Je vais vous demander d'éteindre Notamment votre poste à la récepteur parce qu'on a un écho dans la salle. Ou vous vous éloignez tout simplement. D'accord. Voilà, j'ai dit, la route Pogo-Gorodara est très défectueuse à des endroits, notamment à la sortie au secteur 20 de Bobo-Dioulasso, à Moami, à Tchara et sur... Il y a eu une attaque On a un problème. Est-ce que vous allez aller, vous pouvez aller rapidement sur la question parce qu'on a un problème de son avec vous. La question est de savoir, il y a une entreprise chargée de l'entretien de ces nids de poules sur cette route. Mais, et que cette entreprise saute des trous alors que c'est bien visible. Je voulais savoir, est-ce qu'après les trous, il y a une vérification après le paiement ou comment est-ce qu'on fait? D'accord, on va s'en tenir à cette question parce qu'on a un problème de son. On n'a rien compris pratiquement, donc on va passer à la prochaine étape. On va appeler ici Fosseni Kindo. On s'excuse auprès de vous, hein, monsieur. Vous avez compris la question? J'ai bien compris la question. Donc, la question qui est posée est celle de l'entretien courant sur la route Bobo-Dioulasso au Rodara. Alors, monsieur Traoré a constaté qu'il y a une entreprise qui est déçue, c'est exact. Et il y a effectivement une entreprise pour faire l'entretien courant. Donc, ce qu'on appelle, ce que la gentille dame disait tout à l'heure, boucher les trous. Je voudrais rassurer M. Traoré, tous les usagers de la route Bobo-Orodara, qu'aucun trou ne sera sauté. Parce que nos équipes qui surveillent ce chantier veilleront à ce que le travail se fasse convenablement. Mais le plus important, lorsque les trous deviennent très nombreux sur une route, ce qu'il faut faire, c'est plus que les boucher. Il faut reprendre tout simplement la couche de roulement, ce que nous appelons l'entretien périodique. Et mieux, il faut renforcer cette route-là. Et nous avons un projet avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc pour réhabiliter et renforcer la route Bobo-Dioulasso au Rodara. Merci à vous, monsieur le ministre. Nous allons appeler rapidement le vérificateur Fosseni Kindo. Vous connaissez le principe puisque vous êtes déjà passé ici. Monsieur Kindo, bonsoir. Simon Gongo, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kindo. Il y a un pôle de vérification qui vous a suivi avec beaucoup d'attention. Pour le pôle de vérification, vous avez tenté de répondre aux questions posées, mais l'équipe constate que vous avez beaucoup effleuré les questions en lieu et place des réponses convaincantes. Les téléspectateurs restent sur leur faim par rapport aux préoccupations réelles des populations. Par moments, vous avez fait appel à des anecdotes comme pour remplir le temps, et on a l'impression que c'est un discours politiquement correct plutôt qu'une redevabilité. Et le pôle de vérification, donc, à l'issue de cela, vous a noté, et pour votre prestation de ce soir, on le précise, le pôle vous attribue la note de 6 sur 10, et le public avec nous également vous a noté, et le public vous attribue la note de 6 sur 10, ce qui fait une moyenne de 6 sur 10. Voilà ce qu'on peut dire, Simon Gongo, pour ce qui concerne le pôle de vérification. Réaction, monsieur le ministre. Si je n'ai pas convaincu le public, je pense que ce qui est important pour nous, c'est de montrer notre volonté de redevabilité. Nous sommes tout à fait disponibles pour répondre donc aux questions qui nous sont posées, et nous sommes encore ouverts pour toute sollicitation pour pouvoir en tout cas satisfaire le public et satisfaire tous ceux qui font ces vérifications. Merci en tout cas, monsieur le ministre. Merci à vous. Vous avez certainement convaincu en partie le public puisque vous avez réussi sur 10 et c'est au-dessus de la moyenne. Merci. Je précise que vous êtes le dernier invité de cette émission, Dialogue citoyen. Nous allons vous dire merci et vous permettre de vous retirer parce que c'est la dernière émission ce soir, monsieur Kindo également. Et nous avons avec nous les acteurs qui organisent
cette édition. La RTB qui a passé 4 ans et demi à l'organiser. Et puis nous avons aussi la directrice pays de Diaconia. Je vais inviter le directeur général de la RTB. Attention à la chaise, monsieur le ministre. Merci. Voilà. Le directeur général de la RTB qui va s'installer à ma droite. Et puis la directrice pays de Diaconia. Voilà. Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir, madame la directrice. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ici sur le plateau donc, de Dialogue Citoyen. Ce n'est pas habituel. Mais ce soir, c'est la fin donc, de cette émission. Je vais commencer d'abord par le directeur général. Depuis 4 ans et demi, vous accueillez cette émission, des ministres qui viennent pour la redevabilité, et puis des partenaires aussi qui nous ont accompagnés. D'abord, comment vous appréciez, vous avez vécu cette initiative? Écoutez, bonsoir Simon, bonsoir à tous. Moi, je voudrais déjà saluer l'ONG Diaconia, je voudrais saluer également Watered, la CODEL, pour ce solide partenariat qui a été noué avec la radiodiffusion-télévision du Burkina. Et c'est un partenariat qui a tout simplement permis à l'exécutif du Burkina Faso de s'acquitter d'une sacro-sainte mission, d'une obligation, c'est la redevabilité, comme on l'a dit. Quand on est aux affaires, quand on dirige, il faut rendre des comptes. Et je crois que cette émission a véritablement permis à des dizaines et des dizaines de ministres de venir donc sur ce plateau, de parler aux Burkinabés et de permettre à ces Burkinabés qui se trouvent disséminés aux 4 coins du pays et même à l'international, parce que j'ai constaté que beaucoup d'appels viennent de l'extérieur, de s'expliquer, de justifier ce qui se passe au sommet de l'État. Je crois que ça, c'est véritablement un des points positifs donc, de cette émission. Je voudrais dire également un grand merci aux citoyens qui ont contribué à enrichir les contenus de cette émission. Et on recherchait de l'interactivité. On a eu énormément d'interactivité. Certains ont choisi de venir directement sur ce plateau pour poser des questions donc aux ministres. C'est une très bonne chose. D'autres ont plutôt choisi le téléphone, comme par exemple notre ami Nyambre Bourema, fidèle parmi les fidèles que je salue au passage. Et je crois que ça permet de faire un déclic. Vous voyez que le ministre Bougma a d'entrée de jeu promis de faire une descente sur Ouarghaï pour voir ce qui se passe. Bon, c'est l'objectif recherché et bien évidemment d'autres auditeurs, téléspectateurs ont choisi d'aller sur la plateforme pour poser des questions. Je crois que c'est positif. Je terminerai en disant également qu'il faut saluer les efforts du gouvernement parce que ce n'est pas une partie de plaisir, on va dire, venir à Dialogue Citoyen. Et à des moments, on avait l'impression qu'on était devant des juges dans un tribunal. Je crois que beaucoup de personnes se seraient débinées parce que ce n'est pas toujours intéressant de se faire cuisiner et surtout qu'à la fin, on est noté. Absolument. Et on est noté publiquement et donc c'est quelque part prendre des risques, on va dire. En tout cas, je crois que de manière globale, c'est la démocratie et la gouvernance qui sortent renforcées de cet exercice. Alors, Madame Nadine Koné, vous êtes directrice pays de Diaconia, vous êtes à l'initiative de cette émission. Déjà, quel bilan vous dressez aujourd'hui? Merci, Monsieur Simon Gongo. Merci, Monsieur Tchombiano. En quelques chiffres, je peux dire le bilan pour nous est un bilan satisfaisant. Hein. Nous avons eu 36 émissions, 29 personnalités, autorités qui se sont prêtées donc, à l'exercice, un nombre total de 1159 questions qui ont été posées, une moyenne de 43 questions par émission, 252 appels téléphoniques, sans compter donc les questions à travers la plateforme Présimètre. C'est dire donc l'engouement des citoyens, de la population du Burkina pour cette émission. Diaconia est particulièrement satisfaite donc de ce parcours. Nous tenons donc à remercier la collaboration, la participation de nos autorités qui se sont prêtées au jeu et aussi la participation et la contribution de tous ceux qui ont contribué à travers les appels à donc enrichir le débat.
Nous sommes satisfaits d'avoir offert donc une plateforme d'échange entre gouvernants et gouvernés et nous pensons que c'est une pratique qui va continuer à être ancrée donc dans la culture démocratique au Burkina. Et pour cela, nous sommes vraiment très satisfaits de ce parcours. Alors, monsieur le directeur général, vous avez parlé des citoyens, vous avez parlé aussi, mais sur ce qui est peut-être de l'impact même sur le programme de la RTB, comment vous avez ressenti cela? Moi, je suis entièrement satisfait parce que Dialogue citoyen est une émission qui a pris sa place. Elle est partie, elle a évolué véritablement crescendo et rien qu'à entendre les statistiques que madame vient de donner, les appels téléphoniques, les questions, les différents aspects liés à l'interactivité, je crois que c'est une émission qui s'est véritablement installée dans la grille des programmes. Et on a d'autres rendez-vous, comme vous le savez, que vous-même animez. Et je crois que c'est véritablement une émission qui a fait de l'audience. Et il y a lieu de s'interroger sur la suite et savoir s'il ne faut pas poursuivre cette belle aventure. En tout cas, en termes d'audience, je n'ai pas de doute que Dialogue citoyen a permis à de nombreux Burkinabés de se retrouver et poursuivre leur petit écran et suivre leur chaîne nationale. Nadine connaît vos réponses. Évidemment, nous pensons qu'il faut poursuivre l'aventure et nous espérons que l'aventure ne va pas s'arrêter là avec cette dernière émission de la première phase du programme Présimètre, donc qui abrite cette activité de l'émission Dialogue citoyen. Nous espérons qu'au-delà du Présimètre, l'émission va se poursuivre, mais nous-mêmes, nous espérons qu'avec la deuxième phase du Présimètre qui va venir après donc 2020, que nous allons pouvoir poursuivre donc la collaboration avec donc la RTB, mais aussi nos partenaires comme CODEL, WaterAid, mais aussi ABB, UNALPHA, que nous remercions au passage. Et donc pour nous, c'est une belle aventure qui ne doit certainement pas s'arrêter là. Comme je le disais tantôt, nous espérons que l'exercice donc de redevabilité va devenir une pratique courante dans disons, l'exercice de la démocratie dans notre pays. Je vais vous remercier tous les deux parce que le temps presse. Il nous reste 3 minutes pour terminer cette émission. Je ne peux pas terminer sans remercier l'équipe qui travaille parce que c'est moi qu'on voit tout le temps. Mais il y a des gens qui abattent un travail formidable. Absolument. Pour Séni Kindo, par exemple, qui est le coordonnateur de cette émission. J'ai peut-être omis de remercier nos agents. On a l'impression qu'ils font un travail de manière tout à fait naturelle, mais c'est un gros travail de fourmi qui est fait en arrière pour permettre aux téléspectateurs de suivre cette émission. Les réalisateurs, les caméramans, ceux qui prennent des notes, ceux qui font les notations et tout ça. Et en tout cas, c'est une belle aventure que nous avons menée. Et j'espère, comme madame l'a dit, qu'on va encore découvrir de bonnes choses avec Diakonia et les autres partenaires. D'accord, donc je présentais Fousseni Kindo qui va avancer. Draman Guéné, qui est celui qui répond tout le temps au téléphone. Vous avez Vincent Tiendegogo qui lui aussi est en interaction au téléphone. Ruth Bini Ouattara qui me parle à l'oreille tout le temps. Je n'oublie pas Peggy Ouedraogo qui a occupé ce rôle, qui n'est plus là. Adama Koulibaly qui était chaque fois le vérificateur qui venait en plateau. Et puis, comment oublier Luther Yamugo, pardon, qui a eu l'idée de cette émission, qui m'a approché, avec qui on a travaillé pour mettre un contenu, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui mérite un hommage. Et puis, votre prédécesseur, le docteur Daniel Bougayiri, qui a accepté tout de suite et qui a ouvert les portes à Diakonia pour donc mener cette émission. J'aimerais aussi remercier nos partenaires techniques et financiers parce que c'est aussi grâce à eux si nous avons pu mettre en œuvre le programme et aussi initier cette activité. Donc je voudrais citer l'Union européenne, la coopération suisse et l'ambassade de Suède qui nous ont accompagnés et qui sont aussi derrière cette belle initiative. Donc merci à ces partenaires. C'est aussi un appel lancé à donc continuer à nous appuyer, à nous soutenir pour la prochaine phase, afin que la belle aventure ne s'arrête pas donc, ici ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, le DG l'a dit tout à l'heure, tous ces téléspectateurs qui nous appellent. On a parlé de Nyambré Brema, mais il y a aussi Tanti Rebecca de Bérégadougou. Voilà, merci à tous. Et puis, tout n'a pas été parfait, il y a eu certainement des imperfections, il y a eu du succès. Nous, c'était une très belle aventure de faire une émission qui sort hors du genre journalistique.
et puis qui a occupé, comme le DG a dit tout à l'heure, les programmes de la RTB. Merci à tous en tout cas. Okay. Et bonne suite des programmes. Merci. Merci à vous aussi.